Très bien. Alors, bienvenue à toutes et tous donc, dans ce mois de l'innovation publique donc qui a démarré hier, donc en conférence intergalactique puisque nous étions, connectés avec, d'autres territoires en Bourgogne-Franche-Comté. Donc, que je salue. Donc pour rappel, ce mois de l'innovation publique, il est co-organisé donc, par des agents et des agentes publics avec leurs partenaires, tels que la 27e région. Il s'inscrit dans le cadre d'une entente partenariale qui est signée donc par le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, par le SGAR de Bourgogne-Franche-Comté et par le CNFPT de Bourgogne-Franche-Comté. Bonjour Romain, bonjour Pierre. Et il s'articule donc autour de 3 axes. Donc un axe autour donc de ce qu'on appelle un programme de déformation à l'innovation publique et à la coopération. Et d'ores et déjà, donc le programme de déformation 2024 vient d'être bouclé. Donc il paraîtra dans le site internet, sur le site internet des pionniers et pionnières de l'innovation publique, donc qui sera lancé donc le 29 novembre officiellement. Donc ça, c'est une première chose qui veut dire que vous pourrez vous inscrire aux formations CNFPT. Première chose. Deuxième chose, donc les brigades de l'innovation publique, qui est un programme atypique, unique en France, qui permet à des agents et des agentes publics comme vous et moi de se former à la facilitation, aux outils d'intelligence collective, tout en accompagnant une phase d'un projet, donc pour une autre collectivité. Donc il y a déjà eu 2 éditions, une vingtaine de projets accompagnés, et le 3e appel à projet sera lancé le 15 novembre. Et donc vous pourrez soit candidater donc en tant que facilitateur ou facilitatrice potentielle, soit en tant que porteur ou porteuse de projet, donc d'ici mi-janvier. Et donc les sélections auront lieu la 2e quinzaine de janvier. Donc ça, c'est la 2e chose. Et la 3e chose, donc, eh bien, c'est le mois de l'innovation publique. Le mois de l'innovation publique, donc, qui, eh ben, cette année, en Bourgogne-Franche-Comté, comporte 3 événements, dont 7 événements en visio, dont celui qui nous rassemble aujourd'hui, donc avec Stéphane Vincent, qui est responsable de la 27e région, qui est un partenaire de longue date de la région Bourgogne-Franche-Comté et qui va nous parler de la transformation publique à l'heure des transitions vers des modèles plus écologiques et plus égalitaires. Donc la conférence va se dérouler de la façon suivante, donc environ 10-15 minutes sur le diagnostic qui fait écho au cheminement de la 27e et de ses partenaires sur la transformation publique depuis sa création, avec les problématiques qu'elle pose aujourd'hui. Puis on aura un temps où vous pourrez poser quelques questions et un deuxième temps d'environ une vingtaine de minutes sur les propositions que Stéphane nous partagera. Et puis donc on aura un temps d'échange. Donc je vous invite à couper vos micros et à poser les questions quand le moment sera venu. Enfin, vous pouvez réagir évidemment pendant l'intervention de Stéphane. Et puis je vous inviterai donc par la suite donc à poser vos questions compte tenu du nombre, idéalement à travers le chat de la conversation. J'espère que tout est clair pour vous. Je vous souhaite une bonne conférence et Stéphane, je te passe la parole. Merci Céline, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux et très fier d'être avec vous, avec un défi pas simple, c'est-à-dire en 1 heure, essayer de partager avec vous comment nous, on a vu évoluer la question de la transformation publique, notamment ces dernières années. C'est pas un long fleuve tranquille, et vous le savez. Et j'avais envie, dans un premier temps, de partager avec vous comment on a évolué au fil de nos travaux ces 4-5 dernières années. Donc, je vais essayer de le faire en 10 minutes. Et en effet, vous aurez la possibilité de poser quelques questions. Et ensuite, j'essaierai de formuler quelques propositions pour ceux d'entre vous qui se demandent comment aller plus loin en termes de transformation publique, mais aussi relier les questions de transformation publique avec des questions de réduction des inégalités sociales et de transition écologique, ce qui n'est pas une mince affaire. Je rappelle un peu ce qu'est la 27e région. On est une association loi 1901 qui existe depuis 16 ans, qui compte aujourd'hui une quarantaine de collectivités et d'administrations membres qui ont tous pour point commun de se questionner sur comment transformer de façon plus forte l'action publique, comment lui redonner du sens, comment inventer des nouveaux modèles et des nouvelles façons de penser, de piloter, de faire démocratie aussi dans l'action publique. Notre activité principale consiste à mener pour cela des formes d'enquête par recherche-action, c'est-à-dire qu'on fait des travaux de recherche
autant que possible sur le terrain. Et on mène aussi pas mal d'expérimentations en mobilisant notamment des méthodes venues du design, etc. J'avais envie peut-être dans un premier temps, alors je vais partager mon écran. Donc si vous avez des grands écrans, je vous suggère de mettre des grandes images, comme ça vous verrez bien mes slides que j'ai conçus pour vous. Vous allez me dire, Céline, tu vas me dire si vous voyez mes slides. Hop, je vais les mettre en grand. Vous les voyez? Pour moi, oui. Agnès, Oui. Arnaud, vous les voyez? Ok, donc voilà, alertez-moi si vous ne les voyez pas, mais a priori, vous devez les voir. J'aime bien cette illustration qui vient d'une collègue à moi qui est designer, qui s'appelle Laura Pandel, et que j'ai utilisé pour illustrer mon titre « Changer de lunettes pour mieux changer de modèle », qui est un peu l'invitation que je vous propose aujourd'hui. Peut-être dans les 10 minutes qui viennent, j'aimerais partager avec vous comment on a évolué ces dernières années sur les questions de transformation publique. C'est passé par différentes étapes, et j'en cite quelques-unes à titre d'exemple. En 2018, avec un petit groupe de collectivités, notamment de responsables innovation, transformation, de collectivités. Alors, c'était souvent des villes ou métropoles. Je ne crois pas qu'il y avait de régions à l'époque. C'était surtout des villes ou des métropoles et des départements. Mais il y avait Nantes, Grenoble, donc des collectivités avec quand même pas mal de bagages sur les questions d'innovation et de transformation, mais une période de doute. C'est-à-dire, en gros, des gens qui, depuis longtemps, poussaient les questions d'innovation et de transformation managériale, design, toutes sortes de façons d'innover dans la collectivité, mais qui ressentaient une espèce de grosse fatigue. Et pendant quelques mois, et à raison de 4 séances, on a essayé, on n'est pas des psychiatres ou des psychanalystes, mais on a essayé de comprendre ce qui se passait. Et on a senti qu'il y avait une forme d'épuisement sur les mots, les buzzwords de l'innovation. Je pense qu'il y avait aussi tout ce climat d'innovation start-up qui avait l'air de fatiguer un peu tout le monde. Et il y a eu vraiment une envie de produire des repères. Et au bout de ces 4 mois, en travaillant avec cette douzaine de personnes, on a produit une sorte de petit journal qui s'est appelé Sonar, sous-titré Sous la surface de l'innovation publique, dans lequel on avait proposé de produire des boussoles, des définitions. Il y avait beaucoup de confusion sur les définitions d'innovation, mais il y avait aussi besoin de mieux se positionner. Les gens avaient du mal à se retrouver dans les méthodes d'innovation existantes. On avait produit un quiz, par exemple. Quel style d'innovateur public êtes-vous? Donc, en répondant à une vingtaine de questions, on arrivait à vous dire, ben voilà, peut-être que vous n'êtes pas dans l'innovation techno, mais votre truc, c'est plutôt l'innovation sociale ou participative, ou et aider les gens un peu à se repérer. Donc, on a ressenti à cette époque qu'il y avait un besoin de se repérer et de dépasser les clichés sur l'innovation et tout le marketing qu'il peut y avoir autour de l'innovation. Si retrouver ce poster vous intéresse, sur le lien que j'ai mentionné à l'écran et qui vous sera transmis avec mes slides ensuite, vous pourrez le retrouver et retrouver tous les lexiques, les éléments de lexique et de quiz qu'on a pu produire à l'époque. Quelques années après, une autre communauté, celle des laboratoires d'innovation. Vous savez qu'en France, comme partout dans le monde, pas mal de collectivités ont été jusqu'à créer des fonctions innovation, des équipes innovation, voire des laboratoires d'innovation, ce qu'ils appellent des laboratoires d'innovation. En général, un groupe de 2, 3 personnes, des fois avec des contrats avec l'extérieur, avec des prestataires de services en design ou en sociologie, voire même des accords avec l'université. Je crois qu'en Bourgogne-Franche-Comté, vous avez des accords sur des sujets de transformation avec l'Université de Bourgogne. Bref, des équipes à temps plein
chargés de produire un effort de transformation au sein de l'administration, voire dans les politiques publiques. Et là, le registre était un peu différent. C'était de dire, en gros, alors on avait là-dedans, par exemple, le laboratoire d'innovation d'un CHU, on avait le laboratoire d'innovation de la région Bretagne, on avait le laboratoire, enfin les équipes innovation d'une préfecture. Et là, le constat était, donc c'est en général des gens qui avaient un peu de bouteille, mais qui trouvaient que ça ne transformait pas des masses, en fait. C'est-à-dire que la promesse de transformation n'était pas à la hauteur, qu'ils avaient été créés souvent par des injonctions diverses, mais que les ressources mises à disposition, le temps qu'on leur accordait, ils se retrouvaient un peu seuls, quoi. Alors, le constat n'était pas entièrement négatif, hein, ils avaient tous à leur actif des réalisations, des choses intéressantes, mais tous se demandant comment est-ce qu'on va plus loin, comment est-ce qu'on sort de la routine. Et en fait, ce qui est ressorti cette fois de cette communauté, c'est un gros sentiment de flou général. C'est-à-dire, en gros, pas mal de gens qui disaient, en fait, quand on dit innovation, on ne dit pas grand-chose, en fait. On ne dit pas notamment quelle est la vision d'innovation qu'on veut porter. Est-ce que c'est pour simplifier, améliorer, réparer, inventer un nouveau modèle? Est-ce que c'est pour du progrès social? Est-ce que c'est pour réduire la dépense publique? Donc une grosse impression de boîte noire sur les intentions et les finalités de l'innovation. Donc un appel à plus de clarification et d'explicitation. Pas mal aussi le sentiment que, en fait, les gens qui étaient en poste en matière d'innovation ne connaissaient finalement pas, ne connaissaient que quelques pourcents de ce qu'il faut savoir pour innover. C'est-à-dire qu'il y a quand même l'innovation aujourd'hui, c'est un ensemble de disciplines, de sciences, et qu'en fait, il y a peu de lieux où on peut se former. Alors, on peut se sensibiliser. Il y a des matières qui commencent à être sensibilisées, comme le design. On parlait tout à l'heure de méthodes participatives. Mais pour innover et transformer, il y a plein d'autres méthodes, plein d'autres connaissances, plein d'autres théories, et au fond, on ne les connaît pas. Un autre sentiment, c'est l'idée qu'il y avait besoin de progresser, quoi. C'est-à-dire, en fait, vous n'êtes pas ceinture noire dans ces domaines du jour au lendemain, et que peut-être il fallait, à l'avenir, davantage montrer des étapes, que les gens savent quand ils démarrent dans ce secteur, est-ce qu'ils sont, à quel niveau ils sont, et quelle est la prochaine étape à viser, comment on monte comment on se professionnalise, en fait. Aussi, le sentiment que l'innovation, les démarches d'innovation n'étaient pas assez systémiques, c'est-à-dire on innovait mais en silo, quoi. Donc on veut traiter des problèmes complexes, mais en ne travaillant qu'avec, je sais pas, on veut régler des problèmes sociaux, mais en ne travaillant qu'avec la direction des affaires sociales. Or, on sait bien que pour régler les problèmes sociaux, il faut peut-être aussi travailler avec la direction des transports, il faut peut-être avoir une vision plus large. Les problèmes, par exemple, de criminalité ou de sécurité, on ne les traite pas comme étant les gens en prison, quoi. Il faut avoir des visions plus systémiques. Et puis, le problème de la qualité démocratique, il est peut-être un petit peu plus pernicieux, mais en vrai, pas mal de gens disaient, en fait, on nous fait travailler sur des sujets d'innovation, par exemple sur la dématérialisation des services publics, mais est-ce qu'il y a un vrai débat démocratique sur est-ce qu'il faut dématérialiser? Donc, est-ce qu'il n'y a pas besoin de repolitiser au bon sens du terme l'innovation et en questionnant davantage ce sur quoi on est amené à innover? Sinon, on peut croire innover à certaines fois et en fait aggraver des situations ou en tout cas qu'il n'y ait pas eu assez de débats à l'Assemblée du Conseil régional, au Parlement, je pense à la dématérialisation parce que c'est un peu un des sujets controversés aujourd'hui. C'est-à-dire que plus on investit dans la dématérialisation, plus on s'aperçoit que les Français sont perdus devant leurs écrans, etc. Donc, est-ce que ça, c'est vraiment de l'innovation? Ça mérite d'être questionné au moins démocratiquement. Et un exemple que je voulais donner de ce manque de clarté, de cette espèce de confusion, c'est qu'il y a très peu d'évaluation. Et que ça commence à se voir, c'est-à-dire qu'il y a très peu de projets d'innovation qui sont évalués. Alors, vous allez me dire, il y a il y a très peu de projets dans l'action publique qui sont évalués en vrai. Et puis, quand il y a des évaluations, elles sont souvent comptables, administratives, pas très intéressantes. Mais on est dans le droit quand même d'être plus exigeant pour demander quels sont les résultats que produisent les démarches d'innovation. Donc voilà,
on est ressorti quand même de cette phase un peu chamboulée. Et j'en reparlerai tout à l'heure, on a réfléchi à qu'est-ce qu'il faudrait faire pour essayer d'améliorer les choses. Si ce programme vous intéresse, vous avez le lien vers les Labonautes qui a consisté en ce programme qui a duré 1 an et qui s'est terminé l'année dernière. Et puis, je voulais citer une autre communauté avec laquelle on a travaillé plus récemment, en 2022. Alors là, c'est les innovateurs publics, mais pas seulement français, c'est aussi une communauté dans laquelle il y a des innovateurs publics nord-américains et notamment canadiens. Et alors, pour eux, en ce moment, le problème… juste une incise là-dessus, nous, on aime bien aller voir ce qui se passe à l'étranger. On est bien conscient que il ne faut pas chercher à comparer à tout prix avec la situation chez nous, mais quand même, c'est souvent ce qu'on voit là-bas, c'est souvent des signaux faibles de choses qui vont nous arriver à un moment ou à un autre, ou en tout cas, ça nous montre, ça crée un effet miroir en fait sur des situations qu'on connaît en France. Alors, le contexte canadien, il faut quand même le rappeler aujourd'hui, le contexte de l'action publique et de l'administration canadienne en ce moment, pour ceux qui le connaissent un peu, c'est le contexte de la réconciliation avec les populations amérindiennes. En gros, pour schématiser, l'administration et les services publics au Canada, ils ont 150 ans et ils se sont assis sur des milliers d'années de présence de populations natives américaines, ce qu'on appelle natives américaines, donc les populations indiennes, et elles ont spolié leurs terres, elles ont produit d'énormes effets d'injustice. On a retrouvé, je ne sais pas si vous suivez l'actualité, mais on a retrouvé des charniers quand même avec des enfants de populations, de tribus et d'ethnies amérindiennes, parce que enfin voilà, les colons ont traité de façon épouvantable ces populations-là, et chez eux la transformation publique, c'est ça en ce moment. C'est-à-dire, c'est déjà essayer de se réconcilier, de faire la vérité sur ce qui s'est passé et de se réconcilier. Alors, c'est vrai que nous, on n'a pas tout à fait ces problèmes en France, mais convenez qu'on a quand même aussi quelques problèmes. On est des colons, hein, on a colonisé, on a des problèmes de racisme, on a des problèmes de minorité, on a des problèmes. Et donc, nous, ça nous a beaucoup intéressé d'entrer dans ce programme, dans lequel ils essayent de. Donc, c'est un programme qui s'appelle Transformer les villes de l'intérieur, et qui est un programme qui vise à plus qu'innover, hein, à aller vraiment à la racine des problèmes. Pour eux, les problèmes, c'est le racisme systémique au Canada, qu'ils essayent de dépasser en ce moment. C'est les problèmes de l'absence des minorités dans les administrations. Les Indiens ne sont pas dans les administrations, hein, c'est vraiment des Blancs, plutôt hommes, etc. Et donc, ils se posent des questions d'innover de façon plus radicale. Et donc, c'est une innovation, ils le formulent comme ça, c'est une innovation publique qui essaye d'aller au-delà des problèmes qui les ont créés, qui sont le patriarcat, le phénomène de colonialisme, mais aussi les cultures de gestion dans l'action publique, comme le New Public Management, et qui seraient fondées sur la transformation. Alors, pour eux, les mots ont un sens, et l'innovation, pour eux, c'est plus fort que la transformation, pardon, c'est plus fort que l'innovation. Pour eux, l'innovation, c'est quand même quelque chose, c'est un changement sans changer le système, en fait. Quand ils parlent, eux, de transformation publique, c'est déjà une transformation, une innovation plus durable et qui est plus réflexive, plus critique. Ce qu'ils appellent émergence, c'est assez intéressant, c'est les modèles qu'on n'arrive pas à voir aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est tellement, selon eux, marqués par nos cultures blanches, patriarcale, etc., qu'en fait, on a du mal à imaginer, il y a des imaginaires qu'on n'arrive pas à avoir. Et pour eux, c'est ce qu'ils appellent l'innovation émergente. C'est-à-dire qu'avec nos lunettes actuelles, on n'arrive pas tout à fait à les voir, mais elles sont là, en fait. Il y a bien quelque chose. Et donc, ils parlent d'émergence. Et ce qu'ils appellent résurgence, c'est l'idée de dire que, en fait, tout n'est pas entièrement neuf. Il y a des solutions qui ont déjà été produites dans le passé, mais on les a oubliées. Dans leur cas, par exemple, les populations amérindiennes sont connues pour avoir parmi leurs idéologies le fait que tout ce qu'ils font doit être soutenable pour les 7 prochaines générations. Et ce qui n'intéressait personne jusqu'à présent, jusqu'au moment où on parle de transition, et en fait, c'est une valeur qui est extrêmement puissante quand on est dans les questions de transition. C'est-à-dire que si on arrivait aujourd'hui à créer des infrastructures ou des services publics
qui serait soutenable pour les 7 prochaines générations, on aurait fait un pas important. Donc pour eux, la résurgence, c'est d'aller chercher des innovations du passé, des choses qui peut-être ont été oubliées, des savoir-faire anciens, alors nous on dirait du bon sens, mais c'est aussi des coutumes, des traditions qu'on a oubliées, qu'on a cachées, qu'on a invisibilisées, mais qui en fait aujourd'hui deviennent totalement modernes, comme par exemple cette coutume consistant à penser pour les 7 prochaines générations. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de projets d'innovation publique au Canada qui intègrent la question des 7 prochaines générations. Donc, vous voyez, là, ça a été une communauté et un travail assez intéressant. Et j'avais envie de vous montrer ce que pour eux veut dire un changement de modèle et ce que veut dire pour eux transformation publique. Alors, c'est vrai que, bon, nous, on voyait ce changement de matrice, en fait, qu'eux opèrent. Donc, c'est pour ça que je vous suggérais de bien élargir sur vos écrans parce que c'est écrit en petit. Eux ont listé à gauche tout ce qu'ils considèrent comme étant les choses dont on doit un peu s'éloigner, des éléments de vision dominante dont on doit un peu s'éloigner, et de l'autre côté, ce vers quoi il faudrait qu'on tende. Alors certaines nous paraissent relativement classiques, si je prends la troisième, expéditif et siloté, l'idée que l'administration, elle traite les choses de façon... je m'entends en écho, si quelqu'un peut couper son micro, c'est gentil. Donc une vision expéditive et en silo à une vision systémique et interconnectée. Je dirais que cette ligne-là, elle nous est coutumière aujourd'hui, etc. Mais par exemple, quand vous dites passer d'une vision où c'est les blancs dominants à une vision où c'est la diversité et la justice, c'est-à-dire réduire les effets de domination entre les gens, pour nous, c'est quand même plus radical. Ou bien si vous prenez c'est pas la ligne insuffisance, urgence et efficacité, qui pour eux sont les doctrines actuelles de l'action publique, c'est-à-dire on n'a pas de temps, il faut être dans l'efficacité, mais sous-entendu un peu à court terme, et dans l'urgence, il faut faire pour demain matin. Comment on considère qu'il y a aussi dans l'action publique des formes d'abondance? La créativité, c'est quelque chose qu'on peut utiliser de façon abondante. L'intelligence des gens, y compris de ceux qui s'expriment jamais, c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait considérer comme étant abondant, mais qu'on n'utilise pas. Et la générosité, alors imaginez une administration dont la valeur serait la générosité. On voit un peu le type de changement, que eux invitent à opérer. Il y en a d'autres qui sont aussi assez classiques, cloisonnement, contrôle et compétition. Ils ne sont pas les premiers à trouver que l'action publique au Canada, mais aussi ailleurs, elle est très cloisonnée, elle est dans le contrôle, elle est dans une forme de compétition entre les services, entre les collectivités, etc. Et qu'on pourrait passer à une posture d'ouverture et de collaboration. Donc évidemment, c'est un peu un idéal, hein, c'est une utopie. Mais leur propos, c'est de dire que bah oui, c'est ce genre d'utopie dont on a besoin. J'ai pas insisté sur la première ligne, hein, mais la nature comme objet, passer de la nature comme objet, c'est-à-dire les ressources naturelles, l'eau qu'on exploite à volonté, à la nature comme sujet dont on fait partie. Donc c'est tous les débats actuels sur l'anthropocène, la relation de l'homme et des femmes avec la nature. Et comment on doit absolument quitter la relation de prédation, sortir de logique d'extractivité, être au contraire dans la logique de régénération, etc. Bah, tout est là, hein, tout est dit. Donc, donc si ça vous intéresse, vous retrouverez sur le lien que j'ai mis en dessous le lien qui revient sur les propositions que font les Canadiens, et notamment une chercheuse qui s'appelle Lynn Seco, et avec qui on travaille. Donc voilà, je voulais d'abord vous montrer un peu, nous, comment on a vu les tensions autour de l'innovation publique et de la tournure que ces choses-là prenaient. Mais ça m'intéresse maintenant peut-être de faire déjà un petit break et que vous me disiez si ça vous parle, si je suis à côté de la plaque. Je vais enlever mon partage d'écran pour qu'on se voit à nouveau. Est-ce qu'il y a des questions, des réactions?
J'ai pas pu Alors lire moi, dans le chat, hein, donc je sais pas s'il y a une... non, pour l'instant, donc je suis l'œil du chat, L'œil du chat, c'est bien je ça. suis l'œil du chat, donc je vous invite à réagir et à poser vos questions. On se prend 5 minutes. L'idée, c'est de clarifier éventuellement les propos de Stéphane, sachant que la deuxième partie, ce sera plutôt sur comment on fait. Donc je vous invite à, voilà, peut-être à prendre 30 secondes pour vous et à saisir les questions. Donc je relayerai. Sachant que moi, ce que j'ai entendu, Stéphane, c'est que tu as parlé alors d'innovation publique et de transformation publique. Ça peut être une première question. C'est quoi la différence entre l'innovation et la transformation? Tu as parlé des méthodes, donc voilà, tu parlais du design, mais c'est vrai que, en Bourgogne-Franche-Comté, bon, il y a toutes les méthodes de facilitation ludique aussi, enfin, tout ce qui est, voilà, intelligence, collective, voilà, au-delà du design. Tu parles aussi donc de silos, de fonctionnement au silo, peut-être ça fait écho à certaines d'entre nous. Tu parles de la question du débat démocratique, notamment par rapport à l'innovation numérique, enfin tout ce qui est numérisation. Et puis tu parles aussi des imaginaires difficiles à faire émerger. Donc voilà, donc je vous laisse ce temps, mais du coup peut-être, est-ce que tu peux apporter un éclairage entre innovation, s'il te plaît, et Mm. transformation publique? En fait, on pourrait partir même de changement, innovation, transformation, etc. Pour les gens qui travaillent sur ces questions, si on prend les mots au sérieux, changement et innovation, ça appartient à un vocabulaire du changement incrémental. C'est-à-dire que c'est très important, mais ça ne change pas le système. C'est-à-dire que c'est des innovations, euh, c'est changer une pratique, mais c'est pas changer radicalement. Tu vois, si on peut parler du système alimentaire, c'est réussir à, à relocaliser, enfin, je sais pas, à ce qu'on mange bio dans les cantines, mais c'est pas améliorer le sort des producteurs. Donc, l'innovation et le changement, ça serait, on améliore un bout, mais on ne transforme pas à plus grande échelle. Donc, il y a une différence d'échelle et d'ambition entre l'innovation, le changement et la transformation. Hein, donc, c'est une invitation à être plus scrupuleux sur l'emploi des mots aussi, parce qu'on emploie ces mots innovation, transformation à toutes les sauces, mais essayons d'être à chaque fois de dire, pour moi, la transformation, c'est ça, quoi. C'est quand même aussi une invitation à être un peu plus clair et à sortir du flou. J'ai envie de répondre peut-être à des questions qui ont été posées. Sur, le portage politique de cette belle vision du service public au Canada, elle est à très haute, elle est à très haute échelle. Il y a eu plusieurs rapports de X commissions sur la réconciliation, et il parle de vérité et réconciliation. C'est au niveau présidentiel, hein, enfin c'est au niveau de Trudeau. Alors ça ne veut pas dire que c'est pas controversé, qu'il n'y a pas des opposants. C'est extrêmement compliqué, hein, mais c'est dans l'agenda politique très très haut. Très très haut. Mais comme c'est très très haut, bah, il y a aussi de très très fortes oppositions. Il y a des gens qui s'en foutent. Mais ce qu'on ne peut pas dire, c'est que ça ne soit pas un sujet. Si vous voulez, le signe que je vais vous donner, c'est que quand je participe, moi, et je vous dirai la même chose de la situation en Australie ou en Nouvelle-Zélande avec les aborigènes. C'est-à-dire qu'on est à des stades de l'histoire dans ces pays où il n'y a plus d'autres. La question de la réconciliation est devenue vraiment un enjeu important, national pour le pays. Et moi, dans le milieu de l'innovation, quand je parle avec des Australiens en ce moment, ou quand vous écoutez un Australien qui travaille dans les affaires publiques, il commence toujours par un propos sur la question de la réconciliation. Quand une collectivité s'exprime en Australie, elle commence toujours par dire nous sommes sur les terres de telle ethnie. Au Canada, c'est vraiment frappant. Moi, j'ai pas entendu un Canadien, un élu canadien ou un administratif canadien ne pas commencer un propos quel qu'il soit par dire nous sommes aujourd'hui dans un projet de réconciliation. Notre collectivité vit sur les terres des ethnies, etc. C'est assez spectaculaire, quoi. Donc, je pense que c'est sérieux, mais ça ne veut pas dire que c'est simple et que c'est facile. Je reviens sur le portage politique, puis on se donne encore 2-3 Ouais. minutes parce qu'il est 17h, Stéphane. Donc par rapport au portage politique, il y a la question du portage politique de la transformation publique qui est pas forcément, du coup, conforme. Alors comment Emmanuel le disait, par rapport à la temporalité
C'est de la transformation publique pour avoir un portage politique fort. Et puis, voilà, il y avait une question aussi sur, le portage élu, voilà, des démarches d'innovation publique. C'est la première question. Et puis deuxième question, on parlerait maintenant de bifurcation, Mm. encore plus fort que la transformation. Donc est-ce que tu peux réagir sur ces 2 éléments? Puisque le reste, notamment Catherine, par rapport à ce modèle notamment comment s'engager, on va voir aussi ce que Stéphane apporte sur, comment on fait, pour, y aller. Oui, Donc voilà, donc si tu peux réagir sur ces 2 oui. questions avant Sur de bifurcation, je crois que ça va de pair avec la question du renoncement. C'est-à-dire, pas mal, effectivement, en France notamment, il y a un courant qui dit qu'en fait, transitionner, le mot de transition ne suffit pas. Donc là, on n'est plus dans l'innovation publique, on est plutôt dans la transition écologique. Mais dans la transition écologique, pas mal de gens disent en ce moment, en fait, il ne va pas simplement falloir faire un virage, il va falloir renoncer à certaines activités. Moi, j'ai une réunion la semaine prochaine avec quelqu'un de la région Grand Est qui réfléchit à est-ce qu'on doit renoncer dans certaines stations de ski de Grand Est à cette activité, quoi, parce que elle est promise enfin, son avenir est derrière elle et qu'il va peut-être falloir renoncer à être une station de ski, donc renoncer à une économie entière, quoi. Euh, et donc avec plus ou moins de pression et de volonté de la part des élus et des acteurs publics, on sent que de plus en plus la question de renoncer. Mais bon, on est déjà, pour moi, dans l'univers de la transition. On pourrait ajouter les questions de la sobriété, par exemple, qui est quand même encore un autre truc. Donc pour moi, on est entre innovation publique et transition écologique. Mais donc c'est des vocabulaires qui commencent à se parler. Sur le portage politique, bah, c'est comme d'habitude, c'est-à-dire que nous, dans nos projets, on a du mal à traiter ces questions avec les élus, même si on sait qu'en fait, ils sont un certain nombre à être euh, pas à être en phase avec ces trucs-là. Mais tout ça est quand même dans la marge et il n'y a pas énormément d'élus qui sont à ce niveau de réflexion, hein. Tout ce que je vous raconte depuis tout à l'heure, c'est un peu de l'avance de phase quand même. Mais bon, est-ce qu'il faut être en avance de phase ou alors toujours en retard d'un train, quoi? C'est ça la question qu'il faut se poser. Nous, on pense qu'il faut être un peu en avance de phase et être prêt le moment où les autres le seront, quoi. Donc, c'est vrai que cette nouvelle vision de la transformation, c'est une invitation aussi à trouver les voies et moyens de sortir du court terme, quoi, et de se projeter vraiment et de remonter à la racine des problèmes. C'est ça qui est aussi assez nouveau, c'est de dire, regardons les choses en face. On a des modèles enfin, c'est Einstein qui disait, on ne va pas recréer des choses avec je ne sais plus comment il disait, avec les systèmes qui les ont créés. C'est exactement ça. Et si on affronte la réalité, moi je suis un boomer, mais je sais très bien que on a quand même quelques sérieux problèmes de représentation, enfin de diversité, de tas d'idées préconçues, de formes de domination des hommes. Enfin voilà, il faut qu'on affronte ces réalités, même si elles sont dures à affronter. C'est à ce prix qu'on arrivera à entrevoir quelque chose d'autre, quoi. Est-ce que je reprends le cours ton micro est coupé? Je pense qu'il y a des réponses dans les choses que je vais présenter maintenant, donc je pense que ça vaut le coup que. Ton micro est coupé, Céline. On ne t'entend pas, Céline. Merci. Notamment, oui, je t'invitais à reprendre, notamment en intégrant potentiellement voilà, des éléments de réponse aux questions, comment on se projette sur cette génération et comment on accompagne aussi au changement. Je te laisse la Absolument. parole. Merci d'avoir signalé le micro. Merci. Donc, signalez-moi si vous ne voyez pas mes slides, mais là, je pense que vous les voyez. Alors, moi, j'ai pas. Vous voyez bien comme c'est compliqué ces affaires-là, et donc il faut d'abord être humble, en fait. Il faut être humble, mais il faut être ambitieux. Il faut quand même essayer de se dire comment est-ce qu'on tient bon, quoi. Et moi, si j'avais 4 conseils pour avancer, je donnerais les suivants. Le premier, si on veut rentrer par les questions d'innovation, ça serait peut-être de sortir l'innovation du flou dans lequel on l'a mis. Et en gros, on peut plus aujourd'hui. Les gens qui sont en charge d'innover et de transformer doivent ouvrir la boîte noire et nous dire, OK, mais pourquoi faire? Dans quelle direction? Explique-moi comment se produit le changement. Si tu veux changer des choses, peut-être qu'il faut que tu nous expliques par quelle mécanique tu produis le changement.
et comment tu vas prouver que tu as des résultats. Et en fait, ça apporte un nom, cette affaire, ça s'appelle une théorie de transformation ou théorie de changement. Mais aujourd'hui, on parle plutôt de théorie de transformation. Et vous voyez bien que c'est pas tout frais, hein, ça date quand même de 95. Et ça vient des sciences sociales. Et c'est quelque chose d'assez simple, en fait. Hein. C'est de dire, écoutez, vous avez la charge d'un programme d'innovation, vous êtes vous-même innovateur public, vous êtes en charge d'un programme qui doit améliorer des choses. OK, dans ce cas-là, explicitez quel est le diagnostic d'où vous partez, quel est l'état des lieux, la vision du monde dans lequel cette innovation s'inscrit. Ensuite, dites-nous quelle est la vision à long terme. Pas la vision à court terme, ça viendra après, mais dites-nous déjà quelle est l'étoile du berger que vous poursuivez, le truc que vous n'arriverez peut-être jamais à atteindre, mais soyez clair sur à quoi ça doit, quelle vision ça doit servir au final. Parce que si vous ne l'êtes pas, chacun pourra l'interpréter et ça pourra être soit un projet pour réduire la dépense publique, mais pas forcément améliorer les choses pour les gens. Enfin voilà, soyez précis sur les visions qui sont derrière, le type d'ambition, la trajectoire visée, l'étoile dans le ciel. Ensuite, sur quelle théorie vous vous basez. Alors, théorie, ça ne veut pas forcément, ça veut pas dire théorique, mais si votre truc, c'est comme Céline, la collaboration et la participation, eh ben dites-le. Si c'est ça, si vous fondez le changement sur une meilleure, des pratiques plus participatives, etc., mettez-le. Si votre truc, c'est le design, ben, c'est là qu'il faut le mettre. Le design, c'est une école de pensée, c'est une théorie. Si votre truc, c'est l'innovation sociale, c'est la data, c'est enfin, toutes vos marottes habituelles, mais c'est là qu'il faut les mettre, quoi. Si ce sont ces théories qui, selon vous, provoquent le changement, il faut les préciser. Mais comme tout ça est quand même encore trop vague, il faut que vous disiez quelles sont vos priorités. OK, vous voulez changer le système alimentaire, mais ça va être quoi vos priorités à l'intérieur de ça? Comment vous êtes rien du tout là-dedans, donc comment vous allez contribuer à ce grand changement? Après, concrètement, qu'est-ce que vous allez mener comme activité? Ça va être de la formation, vous allez rencontrer les gens, vous allez faire des réunions, vous allez faire des expériences. Concrètement, vous allez faire quoi? Et ensuite, et à la fin, et ça va plaire aux évaluateurs en herbe, c'est comment vous mesurez que les résultats sont atteints, quoi. Quel type d'activité vous avez pour mesurer que en un an, vous avez progressé. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la théorie de changement. En France, c'est encore assez peu utilisé, mais aujourd'hui, il n'y a plus une seule ONG, plus une seule grande organisation ailleurs en Europe qui, si elle ne veut pas obtenir des sous d'une fondation ou des bailleurs de fonds, ne doit pas préciser sa théorie de transformation. C'est un peu comme dire, OK, tu me dis que tu veux changer le système, mais tu dois m'expliquer sur quoi tu te fondes, sur quelles hypothèses tu te fondes, sur quelle est la théorie que tu te fondes. Et la chercheuse avec laquelle on travaille, qui s'appelle Lindsay Cole, a produit un kit qui est là pour aider les gens en charge de programmes innovants à être plus précis sur ce qu'ils veulent faire en termes de collaboration, sur la question du pouvoir, sur le type de problème qu'ils veulent adresser. Est-ce que les problèmes que vous allez traiter, c'est des problèmes simples, c'est des problèmes compliqués, enfin, soyez précis sur tout ça, quoi. Donc, ça, c'est peut-être pour donner quelques exemples concrets de ça. En ce moment, le TILAB, alors nous, en tant qu'association, on a produit à 2 reprises notre théorie de transformation, parce que l'enjeu, c'est qu'elle évolue, en fait. Vous posez une théorie et vous menez des projets, et en fait, il y a des choses qui se vérifient, d'autres pas, et dans tous les cas, ça amène à produire une nouvelle version. Le TILAB, qui est le laboratoire d'innovation de la région Bretagne, est en train de produire sa théorie de transformation. Ça fait 4-5 ans qu'ils existent. Et ils commencent à se dire qu'il faut qu'ils ouvrent la boîte noire et qu'ils soient plus précis sur en quoi ils sont innovants. La métropole de Nantes, ils ont un truc intéressant. Alors la métropole de Nantes, ils n'ont pas de labo d'innovation. Ils ont des gens qui traitent d'innovation dans la structure, mais ils ont conçu surtout un concept qu'ils appellent les marqueurs. C'est-à-dire, dans le mandat, il y a 6 marqueurs qui sont un peu les traductions des priorités politiques. Donc, par exemple, il y a la justice sociale, mais il y a aussi l'alliance des territoires. Il y en a un troisième qui porte sur la transition écologique. Et en fait, un marqueur chez eux, c'est un document de 3 pages qui résume en termes simples la vision,
les finalités, comment les actions entreprises par l'administration vont dans ce sens, qui est associé à ça, enfin, une espèce de théorie de changement, en fait, des priorités du mandat. Eux, ils appellent ça les marqueurs. Ils n'en parlent pas trop, hein, c'est un peu souterrain, mais ça devient. Nous, on a débusqué ça en parlant avec eux, et c'est une façon de clarifier. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des responsables de marqueurs qui ne sont pas des responsables de service nécessairement, hein, mais il y a un groupe qui s'appelle le M6, c'est les 6 responsables de marqueurs, et ils se retrouvent régulièrement pour voir si ces marqueurs ont évolué avec le temps, pour voir comment former les équipes à ces marqueurs. Donc, c'est vraiment les éléments de doctrine de l'action publique à la métropole de Nantes. Et puis, il n'y a pas 10 000 fonctions innovation qui font de l'évaluation, mais par exemple, la mission recherche et développement de la métropole européenne de Lille, à chaque fois qu'ils lancent un nouveau programme, ils ont 3 ou 4 critères pour les évaluer, pour voir si les tests qu'ils ont menés, le travail d'enquête qu'ils ont mené et les traductions qu'ils ont données à ça ont créé des améliorations qu'on peut mesurer. Donc voilà, il y a quelques exemples. Deuxième conseil, vous l'avez compris à travers mes propos dans la première partie, c'est comment on déconstruit les paradigmes dominants de toutes sortes, hein, des paradigmes dominants, on baigne dedans, pour essayer d'ouvrir de nouvelles marges de manœuvre. Alors, j'avais envie de prendre un premier exemple qui est celui du management de l'innovation. Les chercheurs, mais les praticiens sont à peu près tous d'accord pour dire que pour qu'une collectivité innove, il y a quelques critères qui doivent être réunis. Et l'exemple que je vous donne, il est tiré d'une chercheuse anglaise qui a fait une enquête sur 38 collectivités. Et sa recherche se termine par les trucs suivants. Elle dit il faut qu'il y ait une vision stratégique, il faut qu'il y ait des priorités claires et faisant l'objet d'un large consensus, il faut qu'il y ait un leadership de l'innovation à haut niveau, il faut qu'il y ait une culture organisationnelle qui encourage l'innovation, il faut qu'il y ait suffisamment de temps et de ressources, il faut qu'un haut niveau de collaboration intra- et inter-organisation soit là. Et en fait, dans un premier temps, tout ça nous paraît innovant. Et en fait, l'enjeu consiste à questionner ces présupposés. Je prends un exemple. Est-ce que c'est parce qu'on est en responsabilité dans une organisation qu'on a les meilleures marges de manœuvre pour innover? Est-ce que c'est vraiment sûr, en fait, cette affaire? Est-ce que quand on est DG ou DGS, on est au meilleur endroit pour apporter des cultures d'innovation? Je ne sais pas. Franchement, moi, ça fait 16 ans que je travaille dans ce secteur et je me dis que des fois, c'est au niveau des services techniques que ça innove, des agents d'accueil. Donc, moi, je peux contester cette représentation. Donc, premier, est-ce que autre présupposé qu'on peut contester, est-ce qu'il faut forcément être cadre pour apporter de l'innovation? Nous, on pense que non, ça peut, dans les faits, c'est aussi à d'autres niveaux que l'innovation peut arriver. Bon, c'est un peu semblable au premier. Un autre présupposé, est-ce que l'idée que les structures de pouvoir sont immuables, vous savez, les innovateurs, ils disent tout le temps, ils se réfugient derrière la technostructure. Tu vas dire, mais chez nous, tu sais, on ne peut rien changer. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui est exagérément intériorisé par les agents publics eux-mêmes? Est-ce qu'il n'y a pas quand même des moments où on peut se dire, ouais, mais si tu n'essayes pas, tu verras jamais? Ou bien, est-ce que tu prêtes pas à l'encadrement une vision qu'ils n'ont pas? Est-ce que le fait qu'on ne puisse pas changer la façon dont sont prises les décisions, c'est vraiment si sûr que ça? Euh, euh, ou encore, comment affirmer que l'innovation sous contrainte budgétaire ou sous effet de crise sanitaire produira plutôt des changements de paradigme ou plutôt un repli sur les méthodes rassurantes habituelles? Vous voyez, en fait, tous ces paradigmes, et notamment ceux dont ont été conçus, ceux qui ont forgé la façon dont on innove dans les organisations comme les collectivités, eux-mêmes, ils sont le fruit d'un certain nombre de présupposés, de paradigmes qu'on a intériorisés en les questionnant jamais, quoi. Donc, mon invitation, c'est à partir de maintenant,
d'être beaucoup plus vigilant, d'être plus réflexif et plus critique, y compris vis-à-vis de soi-même, en disant est-ce qu'on voit juste en fait. Et là, je prends l'exemple sur le management, mais je pourrais le prendre par exemple sur les politiques de santé. On a recensé, nous, un certain nombre d'exemples, et ça, c'est les Québécois, par exemple, qui ont produit ce qu'ils appellent la roue de l'accès aux soins de santé. Et en fait, ils ont montré que quand on introduit les mécanismes de domination que vivent les personnes qui ne sont pas blanches, les personnes handicapées, les personnes transgenres, les personnes qui ne sont pas comme les autres, quoi, en gros, eh ben, il y a des tas de pressions supérieures qui s'exercent sur elles et qui leur empêchent d'accéder aux soins. Et en fait, on découvre, quand on s'intéresse un peu à ces phénomènes et à ces paradigmes de domination, qu'en fait, pour changer les choses, il faut changer de façon plus radicale, quoi. Donc ça, c'est l'exemple des politiques de santé. J'en ai un autre sur les politiques de développement économique. Ça fait quand même des dizaines d'années que même certains chercheurs commencent à dénoncer le fait que peut-être maintenant, les visions du développement économique où on met tout le monde en compétition, où les territoires se tirent la bourre entre eux, où il faut attirer des grosses entreprises, des emplois, quel que soit en n'étant pas trop regardant sur la qualité des emplois, des investisseurs, sans être certain que ça fait sens avec le projet du territoire. Bah, peut-être qu'en fait, il faut questionner ces paradigmes dont les mauvaises langues disent qu'ils ont souvent été conçus par des hommes. Je dis ça comme ça. Et puis quand même, ils sont décidés. Moi, quelqu'un me disait l'autre jour, je ne le nommerai pas, mais qui travaille dans le développement économique, il dit les modèles de développement économique sont décidés par des hommes qui sont dans les chambres de commerce, qui sont des patrons d'entreprises, enfin, sans aller jusqu'à la caricature. C'est vrai que c'est quand même un peu toujours les mêmes qui décident ce que doit être le développement économique. Est-ce qu'on ne pourrait pas renouveler ces visions? Et en ce moment, il y a pas mal de gens qui cherchent à renouveler les paradigmes du développement économique. Alors, j'en cite juste deux ou trois. Il y a une économiste qui s'appelle Kate Raworth qui est en train de populariser la théorie du donut comme une façon de reprioriser ce qu'est l'économie pour une ville ou un territoire. Dans des territoires qui ont pas mal dégusté après des crises minières et le retrait de l'État en Angleterre, il y a un truc qui s'appelle le Community Wealth Building, qui est une façon de... C'est un peu le care, en fait. Ce serait le mariage entre le care et l'économie. C'est-à-dire, arrêtons de faire une économie qui sert juste à dire qu'on a les plus grosses entreprises et le plus d'emplois, mais qui est une économie qui est utile pour les habitants, qui est utile pour le changement écologique qu'il faut opérer dans le territoire, donc un autre développement économique. Et tout ça fait partie de nouvelles théories économiques qu'on appelle la foundational economy, donc l'économie qui revient aux fondamentaux. Donc ça, c'était mon deuxième conseil, c'est essayer de raisonner en questionnant les paradigmes dominants. C'est difficile, et c'est difficile où qu'on soit. Hein. Pour nous, moi j'ai 54 ans, c'est compliqué de questionner des phénomènes de domination masculine, mais voilà, il va falloir s'y atteler. Troisième conseil. Juste, Stéphane, je te fais un petit point temps. Il est 17h19, voilà, Oui. par rapport à ce que tu as à partager. Non, pas de souci. Je t'alertais simplement. Troisième conseil, c'est peut-être qu'il va falloir les uns et les autres progresser en nous formant à de nouvelles méthodes de traitement de la complexité. L'innovation, c'est cool, mais il faut aller chercher des méthodes de traitement de la complexité qui sont qui permettent de traiter des enjeux plus complexes. Donc, c'est tout ce qui tourne autour des théories systémiques. Alors, le problème de la systémique, c'est que c'est quand même un domaine à la fois très ancien, sur lequel on a plein de théories, mais le problème, c'est que c'est difficile à mettre en œuvre. Mais quand même, j'avais envie de donner quelques éléments de théorie. Il y a ce qu'on appelle les problèmes sournois. C'est-à-dire que les sociologues et les chercheurs en sciences de gestion ont repéré que depuis quelques dizaines d'années, la nature des problèmes qu'on avait à traiter n'était plus des problèmes complexes. Par exemple, aller sur la Lune du temps de Kennedy, c'est un problème complexe, mais ce n'est pas un problème sournois. Un problème complexe, c'est un problème qui va nécessiter pas mal d'efforts, de moyens, etc. Mais tout le monde est d'accord sur le diagnostic et tout le monde a envie d'aller dans la même direction. Donc, aller sur la Lune, c'est complexe, mais pas impossible. Un problème sournois, rénovation énergétique, c'est un problème sur lequel personne n'est d'accord sur le diagnostic,
sur lequel la gouvernance est catastrophique, sur lequel il y a une myriade d'acteurs qui ne se coordonnent pas, sur lequel on n'a pas la même vision, et sur lequel il y a un compteur qui tourne, qui est les limites planétaires, etc. Et ça, c'est ce que les chercheurs appellent maintenant les problèmes sournois, c'est-à-dire ils sont entrelacés, c'est des problèmes qui mêlent plein de politiques publiques, et donc ce qu'ils disent, ce qui est important à retenir, c'est que ce genre de problème nécessite quand même 2 ou 3 trucs, et parmi ces trucs, il y a un traitement pluridisciplinaire. C'est-à-dire, vous pouvez être un spécialiste du génie climatique, mais pas pouvoir traiter le problème de la rénovation énergétique en réalité. Parce qu'il va falloir aussi travailler avec des sociologues sur les freins à faire rénover son bâtiment, avec des juristes pour travailler sur les copropriétés qui ne veulent pas se rénover. Enfin, les problèmes aujourd'hui exigent une diversité pour être traités à 360 degrés, une diversité de points de vue et d'expertise, y compris ceux des usagers. Donc vraiment, les problèmes sournois, leur caractéristique, c'est qu'on peut espérer les traiter dans une logique de pluridisciplinarité. Donc ça, c'est un des traits. Il y en a d'autres, mais si ça vous intéresse, j'ai mis à côté un petit opuscule qui est sorti il n'y a pas très longtemps qui parle des weak problèmes de l'Anthropocène. Et 2, 3 autres notions encore, dans l'école de Palo Alto aux États-Unis, et une des écoles c'est un courant de pensée qui a travaillé sur les questions systémiques. Ils ont promu quelques principes. Pour eux, le tout est plus que la somme des parties. Si vous vous interrogez sur pourquoi est-ce qu'on a un corps qui reste à peu près tout le temps à la même température, on ne peut pas raisonner en regardant chaque organe, en fait. C'est l'interaction entre nos organes qui fait qu'on a un corps qui reste à peu près à la même température. Donc c'est la relation entre des choses qui permet de comprendre la totalité, mais c'est pas. Donc on ne peut pas avoir une approche cartésienne en fait en systémique. L'approche cartésienne, elle prend les choses une par une et elle regarde une par une si ces choses sont traitées. En systémique, on doit d'abord regarder les interactions entre les différentes parties. Une autre caractéristique, c'est que les systèmes cherchent toujours à revenir à leur état stable. C'est ce qu'on appelle l'homéostasie. Donc, si vous voulez changer un système, vous devez vous attendre à ce qu'il y ait des courants contraires qui ne veulent pas changer le système. C'est le principe un peu du thermostat. Et donc, il faut être conscient de ça. Et ça n'est qu'en dépassant l'aiguille, en allant un cran plus loin, que vous allez pouvoir déstabiliser, au bon sens du terme, le système. Il y a un autre principe qui est ce qu'on appelle l'équifinalité, c'est-à-dire la valeur vers laquelle le système converge. Il y a une valeur qui est documentée aujourd'hui scientifiquement, c'est que si vous prenez un groupe de personnes, avec des hommes et des femmes, et ça a été prouvé, hein, les hommes prennent la parole plus souvent et plus longtemps que les femmes. Donc, quoi que vous fassiez, si vous ne changez pas des choses de façon significative, les hommes continueront à prendre la parole plus souvent et plus longtemps que les femmes parce que le système est fait comme ça. Donc, c'est pour ça qu'on parle de différents types de changements. Il y a le changement de type 1. Qu'est-ce que je fais dans ce groupe? Je mets un facilitateur qui va mieux répartir le temps de parole. Ça, c'est un changement de type 1. Et donc, il va s'assurer, qu'il va dire, bon, là, vous parlez un peu trop, etc. Mais un changement de type 2, ça serait faire que dans les organisateurs de la session, il y ait des femmes qui posent les règles dès en amont, en fait. C'est-à-dire qu'elles participent, qu'elles changent le système de pouvoir de la réunion, pas juste faciliter la réunion pendant qu'elle a lieu, quoi. Donc, il y a comme ça des niveaux de système différents. Et j'avais envie, parmi les méthodes qui existent pour traiter la complexité, j'avais envie de vous en citer une qui est très populaire en ce moment dans les organisations internationales comme l'UNDP. Le raisonnement, c'est de dire, et vous allez tout de suite comprendre, en fait, est-ce qu'on est bien raisonnable à penser qu'on va changer les choses quand on traite les choses projet par projet? Et deuxièmement, est-ce qu'on ne devrait pas s'assembler entre partenaires autour de grands enjeux de transformation? On veut, par exemple, changer le système alimentaire à l'échelle de la région Bourgogne-Franche-Comté et construire une coalition et un ensemble de choses à faire, des projets, des formations, des micro-changements par-ci, par-là, un ensemble de choses à faire pour atteindre ce grand objectif. C'est pour ça que je montre ce schéma où on voit des petits pylônes projet par projet, ce qui est un peu notre approche aujourd'hui, et une approche où
En fait, je sais pas, un agent de la région Bourgogne-Franche-Comté serait mandaté pour participer à une grande mission à l'échelle de la région avec des acteurs d'autres collectivités, des labos de recherche, et il y aurait, c'est un programme qui durerait 5 ans, qui dépasserait peut-être le mandat politique, qui irait au-delà, qui serait un projet comme un défi à l'échelle d'un problème vraiment d'ordre systémique et qui travaillerait tout le temps, toujours ensemble. Donc l'idée, c'est sortir de nos raisonnements projet par projet et avoir cette vision. Et cette démarche, on l'appelle gestion par portefeuille d'innovation, parce qu'on gère des portefeuilles de projets et pas simplement un projet pour un problème, et par mission, parce qu'on s'organise autour d'une grande mission. C'est un peu mission impossible, quoi. Cette mission, si vous l'acceptez, c'est 3 ans pour obtenir des effets significatifs sur le changement du système alimentaire à l'échelle régionale. On a une grande coalition qui s'organise autour de ça. Alors, c'est compliqué, hein, c'est pas, ça se fait pas en claquant des doigts. Et je peux vous garantir qu'en ce moment, c'est une des méthodes du traitement de problèmes complexes qu'on est en train de voir se développer à l'échelle internationale, et je pense qu'on va commencer à la voir en France. Ça, c'est pour embêter Céline qui n'aime pas quand je mets plein de mots compliqués, mais c'est pour vous dire qu'il y a plein de méthodes en fait, de traitement de la complexité. Là, j'en ai listé quelques-unes. Il y en a que moi-même je ne connais pas, pour être tout à fait franc. Mais c'est pour vous dire qu'il y a l'embarras du choix, quoi. Des méthodes, il y en a plein. Donc le problème, c'est pas qu'il n'y a pas des méthodes, mais c'est qu'il faut à un moment donné se former, il faut aller voir des gens qui les pratiquent, il faut travailler avec, il faut identifier les enseignants. Alors il n'y en a pas beaucoup, hein, c'est ça le problème. Et ça raconte aussi que peut-être on a un problème de formation. Et c'est là où je voulais terminer par le 4e point. Moi, mon 4e conseil, c'est on est tous un peu trop nuls, quoi. Il faut qu'on se forme pour progresser sur les questions d'innovation et de transformation et qu'on monte en maturité. Et je nous mets tout à fait, nous, dans le lot, les uns et les autres, où qu'on soit, on n'est pas à niveau, quoi. Un exemple de ce qu'on a essayé de faire dans les Labonautes, c'est de produire ce qu'on appelle des grilles, des matrices de montée en maturité sur des sujets, par exemple, comme la collaboration dans les démarches d'innovation. On a construit une grille en 4 étapes qui essaye d'aider chacun à se situer et à se donner des objectifs. C'est-à-dire la collaboration, je lis tout en bas, vos collaborations sont ponctuelles, donc ça c'est un peu le niveau 1 ou 0, quoi. Vous avez des collaborations, mais c'est presque par accident, au gré des projets, ou parce qu'on vous demande de bosser avec un tel ou un tel, mais c'est pas vraiment réfléchi, jusqu'à un niveau où vos collaborations sont systémiques. C'est un puissant levier pour transformer. Vous utilisez des méthodes comme celle que je viens de décrire avec la méthode par portefeuille. Et puis, il y a des niveaux entre les deux. C'est-à-dire qu'on n'est pas ceinture noire en une fois, quoi. Mais en tout cas, introduire de la montée en progression. Et c'est ce qu'on a essayé de faire, et je terminerai là-dessus. Au sortir des Labonautes, on a sorti un site web qui s'appelle labonaute.fr, sur lequel vous allez retrouver pas mal des choses que je vous ai dit, mais qui est un espèce de guide pour, si votre sujet, c'est d'améliorer, de vous améliorer en termes de méthode, en termes de projet, en termes d'ambition, en termes de gouvernance, en termes de financement, d'innovation, comment vous pouvez progresser, et des ressources et des liens pour vous aider à vous repérer et à aller plus loin. Mais voilà le 4e message sur lequel je voulais terminer, qui était un appel qui vaut à la fois pour ceux qui expriment le besoin de se former, mais pour tous ceux qui sont chargés de former aussi dans ce pays, hein, et donc tous ceux qui sont en charge d'organismes de formation. Nous, on pense que maintenant, il est temps de passer à une ambition un petit peu plus. On peut pas, par moment, on continue à former à des trucs qui ont 10 ans d'âge, quoi. Là, on est quand même à un moment où il faudrait être un peu en avance. Par exemple, sur la formation à l'innovation par portefeuille, j'arrive pas à trouver un seul contenu en français, quoi. C'est-à-dire que tout est en anglais. Il y a pas, j'ai du mal à trouver des chercheurs en France qui bossent là-dessus. Et alors, des enseignants, j'en parle pas. On a un problème de niveau des contenus pédagogiques et des formations, en tout cas sur les sujets à l'innovation. Je ne doute pas que les gens qui font de la formation à l'innovation ne font pas le maximum, mais là, on a un problème, pour le coup, structurel et systémique. Voilà, je voulais
en terminer là et j'espère ne pas vous avoir ni insufflé de mauvaises ondes, ni laissé en perplexité. En tout cas, je suis à votre disposition s'il y a quelques questions. Oui. Merci Stéphane. On avait d'ores et déjà quelques questions sur l'évaluation. Alors, pardon. Certains pays savent-ils évaluer l'action publique et les acteurs publics eux-mêmes à l'aune des besoins de transformation? Donc voilà, petite question sur l'évaluation. Il y avait une question avant, donc finalement, comment on se projette sur cette génération? Voilà, si tu avais un conseil vraiment, ce serait bien et puis une question qu'il y avait aussi précédemment sur, l'accompagnement, au changement donc voilà, c'est aussi la formation, que si on forme au changement plus qu'à l'innovation, voilà, mais tu as abordé, des éléments donc voilà, je te laisse donner quelques éléments. Ce que je vous propose, c'est qu'on finisse à 17h35 donc voilà, c'était fort intéressant, merci, mais voilà, si ça vous va, on se laisse encore Rappelle-moi 4 juste la minutes. première question. La première question. L'évaluation, Oui, l'évaluation. ouais. Alors, l'évaluation, je vous conseille, alors, allez sur notre blog, la 27e région, j'ai écrit un papier dans lequel j'explique comment je suis tombé amoureux de l'évaluation. Mais j'ai mis du temps, hein, ça fait 25 ans que je travaille dans le secteur public et j'ai honte, mais ça m'a pris tout ce temps pour comprendre que l'évaluation, tenez-vous bien, je pense que c'est une méthode de créativité. Le problème, il est que ce n'est pas l'évaluation telle qu'on nous l'enseigne ou telle qu'elle est promue ou confondue avec l'audit, même la mesure d'impact. Moi, je ne suis pas très fan de la mesure d'impact, mais allez voir par exemple ce qu'appelle la posture évaluative, et il vient de publier un schéma là-dessus qui est très clair. Bon, je ne suis pas là pour faire de la pub, hein, mais c'est l'agence Quadrant Conseil, qui est une agence d'évaluation qui propose une forme d'évaluation qui est au service des gens qui sont chargés d'innover, pas de les sanctionner, de contrôler, etc. C'est plutôt, par exemple, un truc que nous on fait, parce qu'on s'est formé à l'évaluation il n'y a pas longtemps, et un truc que je ne faisais pas et que je commence seulement à faire depuis quelques temps, c'est que nous, quand on débute un programme, à partir de maintenant, on commence par discuter avec nos partenaires des indicateurs de succès qu'on aimerait voir advenir après le programme. Vous vous rendez compte d'où on en est? J'ai honte, quoi. C'est-à-dire que, en fait, on a oublié que les indicateurs, l'évaluation, c'est d'abord clarifier ce qu'on veut obtenir et se doter de critères de jugement. Oui, c'est ça, c'est cet article ici, l'évaluation, c'était cool. En fait, ces critères de jugement, c'est d'abord une discussion qu'on doit avoir avec nos partenaires pour dire, et vous en pensez quoi si, dans 2 ans, quand on aura fini le programme, qu'est-ce qui fera que vous serez content, que ça a créé des choses? Est-ce qu'on peut en parler? Est-ce qu'on peut se mettre d'accord là-dessus? Est-ce que c'est ça, en fait, l'évaluation. Pour nous, c'est vraiment ça. C'est aussi clarifier comment on atteint ces objectifs, c'est-à-dire réfléchir au cadre logique qui fait que, bon, OK, alors une fois qu'on est d'accord sur le type d'ambition qu'on a ensemble, est-ce qu'il y a une cohérence entre ce qu'on va faire, ce qu'on veut faire et les moyens qu'on va déplacer? Et c'est vrai que nous, on s'est aperçu qu'à la 27e région, il nous arrive des fois d'être dans des routines où on fait toujours les choses dans le même ordre et raisonner d'abord en repartant des indicateurs qu'on se donne avec nos partenaires, ça nous oblige à questionner notre méthode, en fait. Et c'est ce qui a fait dire à une de mes collègues, en fait, c'est tout simple, l'évaluation, c'est une méthode créative, ça nous fixe des contraintes qui nous obligent à être plus imaginatifs, etc. Donc je vous laisse aller voir, et puis je pense qu'il y a un lien vers la posture évaluative, ce que dit Quadrant Conseil, c'est tout le monde ne doit pas devenir évaluateur, c'est un métier, mais tout le monde peut adopter une posture évaluative, c'est-à-dire une posture réflexive, qui est plus exigeante sur les résultats qu'on veut obtenir et comment on veut les obtenir. La deuxième question, c'est… Muriel, je suis désolée, je vois que tu veux intervenir, mais il nous reste une minute. Je pourrais, voilà, vas-y. Je voulais dire que la région travaille avec Quadra Conseil assez fortement, voilà, et la présidente a mis un budget de 500 000 à 600 000 € pour l'évaluation. J'arrête. Merci Muriel. Excellente nouvelle. Merci. Bravo. Voilà. Et juste peut-être, voilà, il est 35, donc je suis désolée, hein, je suis tendue entre tenir le timing et puis la richesse du partage, mais je te propose, voilà, peut-être de réagir juste à finalement comment on se forme et comment on progresse, et puis ce sera le mot de la fin. Eh bien, ouais, c'est vraiment pour moi une des questions les plus importantes. Pour l'instant, j'ai envie de dire,
Les changements à opérer sont à la fois individuels et presque intimes. Ils sont ensuite collectifs et ils sont institutionnels. Alors, sur le plan et je pense qu'il faut vraiment travailler à ces 3 échelles. Sur le plan intime et personnel, je pense qu'il tient à chacun d'être curieux, de lire des bouquins, d'écouter des conférenciers, de se construire un peu sa propre feuille de route de formation et être audacieux, quoi. Et se dire, il faut que je m'intéresse à des trucs que je connais moins, etc. Bon, c'est bien, mais c'est encore mieux si on arrive à le faire de façon collective. Donc là, pour moi, c'est à l'échelle de la collectivité et peut-être dans un dialogue, mais je suis déjà dans l'institutionnel avec le CNFPT, c'est-à-dire comment on... En fait, ce que je reproche souvent à la question de la formation, c'est qu'avant de faire de la formation, il faut construire un programme pédagogique. Et moi, je dis, où est le programme, qui construit aujourd'hui le programme pédagogique de ce dont on aurait besoin pour les 10 prochaines années? Et ça, je vous garantis que je ne le vois pas, en fait. Alors, il y a des exemples ça et là. Parce que pour le faire, il faut des gens comme nous, il faut des gens comme vous, il faut peut-être des chercheurs. Moi, j'ai que quelques exemples en tête. Par exemple, je sais qu'un chercheur avec qui on travaille beaucoup, qui est un spécialiste de l'innovation et de l'expérimentation, qui s'appelle Mathias Béjean, a été sollicité par le HESP, l'école de la santé, pour construire un cursus pour former les directeurs d'hôpitaux à l'innovation et à la transformation. Alors, c'est sûr qu'il leur a fait un truc aux petits oignons, quoi. C'est son métier, c'est son... Et puis, en plus, il participe à des projets, donc c'est quelqu'un de concret. Moi, je dis que ces exemples épars, on devrait les avoir à l'échelle du CNFPT, des collectivités. C'est pas les uns et les autres qui doivent faire ça, c'est ensemble. Donc, moi, je pense que pour qu'on ait quelque chose d'un peu durable, il faudrait qu'une initiative soit prise, soit à l'échelle d'un CNFPT régional, soit national, soit dans plusieurs CNFPT régionaux, qui est de s'interroger vraiment et de travailler avec des praticiens et avec des chercheurs sur quel est le programme pédagogique dont on a besoin pour les 10 prochaines années ou les 20 prochaines années. Du coup, on arrêtera de courir après des marottes comme le design, la participation, etc. On aura enfin un cadre et des objectifs pédagogiques précis, quoi. Moi, j'aurais cette proposition-là s'il fallait vraiment... Très bien. Voilà. Eh bien, écoute Stéphane, du coup, on a notre journée de clôture donc institutionnelle, donc avec notamment le CNFPT, le IFICTOR, donc Bourgogne-Franche-Comté, l'ASGAR, le Conseil régional et d'autres donc directions générales de collectivités. Donc, ce que je me dis en t'entendant, c'est que ce sera le moment en fait de leur poser la question et voilà et de partager ensemble et de voir ce qu'ils peuvent et ce qu'elles peuvent en dire. Voilà. Il est 17h38. Merci Stéphane. Voilà, le webinaire donc est enregistré et vous sera diffusé donc juste à l'issue du mois de l'innovation publique. Je vous remercie toutes et tous pour votre participation. Au plaisir de vous voir. Juste information, il est encore temps de s'inscrire aux foires aux outils de la semaine prochaine, aux différentes visios. Il en reste 5. Donc n'hésitez pas et au plaisir de partager de futures réflexions avec toi Stéphane et avec vous toutes et tous. Et n'hésitez pas à revenir vers moi en me disant ce qui va bien et ne va pas bien dans ma présentation. Je la teste pour la première fois avec vous. Et donc, je suis très preneur de vos retours, y compris critiques. Eh ben, très bien. Eh ben, je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir.